vous pouvez vous présenter un petit peu et puis votre poste actuel. Ok. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Schmitt, j'ai 32 ans et je viens de Nancy où j'ai passé presque la totalité de ma scolarité, donc jusqu'au lycée et l'université. J'ai fait une licence d'anglais, option FLE, français langue étrangère. Et ensuite, je suis parti dans une université dans l'Illinois, aux États-Unis, où j'ai fait un master de linguistique et de linguistique française spécifiquement. Et ensuite, j'ai essayé de faire un partenariat avec l'université de Paris, la Sorbonne, et une université aux États-Unis pour un début de doctorat, en fait, en linguistique, que je n'ai pas terminé, que j'espère terminer un jour, mais le temps me manque, donc voilà. Et donc j'ai eu plusieurs postes aux États-Unis. Mon premier poste a été d'être professeur français langue étrangère à l'Alliance française à New York. Okay, ouais. Ensuite, j'ai eu un poste en université à NYU, New York University, où j'ai enseigné le français à des non-francophones et quelques francophones selon les niveaux. Et maintenant, j'ai une école de langue en fait à New York que j'ai ouverte où on enseigne en fait le français, l'italien et l'espagnol. D'accord. Vas-y. Et donc du coup, est-ce que enseigner le français, ça a toujours été votre objectif ou est-ce que vous aviez hésité avec d'autres carrières? Alors, ça n'a jamais été mon objectif en fait. J'étais absolument horrible en français. Au niveau orthographe, grammaire, j'ai toujours eu de gros soucis quand j'étais jeune. Et devenir prof de français, c'était pas possible. Devenir prof à la base, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. En fait, je voulais être cuisinier à la base. Je voulais être chef cuisinier. Et j'ai toujours eu une attraction pour les États-Unis et je voulais venir travailler aux États-Unis. Et je me suis dit, tiens, ce serait une bonne idée de devenir cuisinier parce que j'adore cuisiner et d'essayer de monter quelque chose aux États-Unis. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas très facile au niveau de l'immigration, etc. C'est assez dur. Donc j'ai aussi eu une discussion avec mes frères et sœurs qui m'ont recommandé de passer un bac général plutôt de faire un bac pro. Et en fait, je pense avec la pression de ma famille, pas la pression négative, mais avec la pression et après réflexion, j'ai dit peut-être qu'il faudrait que je passe un bac général. Donc j'ai décidé de faire un bac ES, pas du tout littéraire. Et ensuite j'ai trouvé une passion pour l'anglais. Et j'ai dit tiens, pourquoi j'irais pas en fac d'anglais, puis je pourrais devenir peut-être prof d'anglais parce que le français c'est tellement une horreur que autant être une autre langue. Et en fait, ma première année d'anglais à la fac, j'ai eu un déclic en une nuit et je sais pas pourquoi, mais le français est devenu clair et limpide. Et j'ai réussi à faire voilà à quel point j'avais des difficultés. Je comprenais pas l'accent grave, accent aigu. J'avais aucune idée de la différence phonétique. Et je pense que c'est grâce en fait à mon cours de phonétique en anglais que j'ai réussi à entendre cette différence. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas FLE maintenant que je suis bon en français? Pourquoi ce serait bien de partager ma langue et aussi ma culture avec d'autres personnes. Et en plus, je savais que ça allait être une facilité en fait pour rentrer aux États-Unis parce que je serais natif et généralement les universités préfèrent des locuteurs qui sont natifs pour enseigner les langues. Donc je me suis dit ce serait un avantage pour moi et je me suis retrouvé dans le FLE. Et ce qui m'a passionné, ça fait presque 10 ans que j'enseigne. Non, peut-être, oui, ça fait, plus de 10 ans que j'enseigne. Donc je me suis dit, attends, j'avais 12 ans, mais j'ai 32 ans. Je viens de réaliser que j'ai 32 ans, en fait. Oui. Voilà mon parcours un petit peu psychologiquement, comment je suis arrivé en prof de FLE. Et c'est un choix que je changerai absolument pas, en fait. D'accord. Et du coup, vous avez un peu répondu déjà. Je voulais vous demander votre parcours professionnel. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre entreprise et à devenir votre propre patron et tout ça? Ok. Alors, j'ai eu un petit peu les deux expériences aux États-Unis, c'est-à-dire une expérience un peu française avec une école française telle que l'Alliance française, où on a des structures qui sont très françaises dans le sens où tout est très strict, les livres sont en français, respectent le CECR, on doit respecter le CECR, on forme les étudiants aux examens du DELF et du DALF.
Donc c'est comme vivre en France, mais à l'intérieur d'une structure aux États-Unis. Donc grâce à ça, en fait, j'ai eu une formation de professeur de FLE qui s'est vraiment développée. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir une occasion en université américaine, qui est une expérience complètement différente. On n'utilise pas le CECR. Les livres sont majoritairement expliqués en anglais. On a des textes qui sont pas authentiques. On a des textes qui sont créés pour l'étudiant. On a des livres qui sont gigantesques. J'en ai un à côté de moi. Voilà, c'est des choses qui sont énormes et c'est vraiment une autre expérience et aussi au niveau de la culture en fait, parce que aux États-Unis, on a tendance à enseigner plus. On enseigne la culture française de France, mais aussi la culture du Canada, du Canada français, francophone, pardon, et aussi des pays d'Afrique. On est beaucoup dans la francophonie, qui commence, je pense, seulement à se développer dans les œuvres françaises. Voilà, donc je me suis dit, bon, j'ai eu les deux expériences, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me déplaisent, donc je vais essayer de faire quelque chose par moi-même. Et j'avais beaucoup d'étudiants en cours privé, et je me suis dit, tiens, j'ai plein d'étudiants, je vais commencer par former une structure au moins légale pour pouvoir recevoir de l'argent, parce que j'avais beaucoup d'étudiants. Et petit à petit, en fait, ça s'est transformé en une école assez rapidement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas inclure d'autres langues qui sont assez proches à moi, en fait, l'espagnol, parce que ma famille vient d'Espagne, et l'Italie, parce que la famille du côté de mon père vient d'Italie. Je me suis dit, tiens, ce serait un bon moyen de mettre tout ça ensemble. Et aussi, c'est plus facile pour moi de contrôler la qualité de l'enseignement, en fait. Si je commençais à mettre, je sais pas, le chinois, j'aurais beaucoup plus de mal à contrôler la qualité du cours pour être sûr qu'on soit dans une approche qui soit communicative, etc. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ça. Ça fait 5 ans et c'est stressant, je vais pas vous mentir, surtout quand on commence à avoir du personnel. Et les profs sont très sympas. Je suis prof moi-même, mais j'oublie à quel point on a beaucoup de demandes en fait. Mais j'essaye d'anticiper les besoins de mes profs aussi. Voilà. Et au niveau du profil de vos étudiants, c'est comment? En fait, la majorité sont des adultes entre 25 et 45 ans. Majorité sont des femmes qui veulent apprendre le français pour différentes raisons. Généralement, la raison numéro 1, c'est le voyage. Une raison numéro 2, ça peut être elles ont un copain ou une copine qui est française ou qui vient d'un pays francophone. Et raison numéro 3, c'est le travail. Donc, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans les droits de l'homme ou les droits humains aujourd'hui. Et ça se passe beaucoup en Afrique, en pays francophones d'Afrique. Donc, on a besoin d'avoir une connaissance du français qui soit assez bonne, assez légale aussi. C'est un français très spécifique. Donc, voici à peu près le profil de nos étudiants. On a aussi des hommes, bien sûr, on les oublie pas, et des personnes de plus de 45 ans, mais généralement, notre profil, c'est ça. On a aussi beaucoup d'étudiants en fait d'université qui peuvent pas prendre de cours à leur université parce que ils ont déjà un emploi du temps qui est assez chargé. Donc ils décident de prendre une activité à l'extérieur. De un, ça va leur coûter beaucoup moins cher, et de deux, ça devient plus un plaisir plutôt qu'un cours qui va avoir des notes et qui va avoir des sanctions, etc. Et aussi, on se demandait, est-ce que vous comptez revenir en France ou bien rester aux États-Unis de manière peut-être pour tout indéfinie? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est une très bonne question. Ça fait 12 ans que j'habite aux États-Unis maintenant. Et c'est assez difficile à dire. Pour le moment, je me plais bien. C'est vrai que le changement d'administration a un petit peu provoqué, ça a un peu provoqué quelques questions que je me posais pas forcément avant. Mais généralement, je pense que je vais rester. Je suis marié ici, j'ai un appartement, j'ai une vie qui est vraiment établie ici. Ma vie en France était vraiment juste une vie universitaire. J'ai pas d'expérience dans la vie réelle, j'ai envie de dire, où je dois juste travailler. Donc c'est un peu différent.
Quelquefois, j'ai envie de rentrer juste pour les soins médicaux, parce que c'est beaucoup moins cher que même ici avec une assurance, c'est toujours aussi cher. Mais je refuse pas l'idée de rentrer en France et de développer une structure en France aussi. Euh, Ce serait, ou même de travailler pour une structure, peut-être pas l'Alliance française, mais pour une autre structure peut-être. Ouais. Et oui, moi j'avais une autre question. Donc du coup il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes pour apprendre le français à New York et aux États-Unis. Ouais, alors à New York, aux États-Unis, de manière générale, le français aux États-Unis est vu c'est une langue, c'est la langue de l'élite, c'est-à-dire l'espagnol, c'est la langue des travailleurs, et pour schématiser, et le français, c'est la langue de l'élite. Donc à New York, on a une demande qui est énorme de français juste pour les lycéens qui apprennent le français parce que c'est classe, ils vont en France, ils vont à Paris, il y a la culture française, il y a la nourriture française, tout ça, c'est le rayonnement de la France dont Macron parle est vraiment une réalité que j'ai, dont je fais l'expérience chaque jour en fait. Et des fois de manière un peu surprenante, mais c'est la langue numéro un qui est apprise à New York après l'espagnol, parce que généralement la première langue étrangère que les lycéens étudient est l'espagnol. Mais dès qu'ils ont un choix, ils vont généralement ils vont décider de suivre un cours de français. Donc la demande est très très forte, très haute. C'est très très cher aussi. À New York, en tout cas, apprendre une langue peut coûter très cher. Donc il y a vraiment une valeur, non seulement une valeur culturelle, mais aussi une valeur monétaire en fait à New York, d'apprendre le français. Ok. Et du coup j'ai l'impression que l'apprentissage de la langue passe aussi beaucoup par l'apprentissage de la culture française. Oui, ouais, c'est exactement ça. Alors c'est aussi c'est ce sur quoi j'ai basé mon école, c'est qu'on n'apprend pas juste la langue, mais aussi la culture. De toute façon, on peut pas, enfin, vous savez, on peut pas séparer langue et culture. C'est un peu, on sait pas qui est venu en premier, mais les deux sont inséparables. Et c'est une curiosité en fait qui permet aux étudiants de comprendre certaines structures en français. Euh, c'est quelque chose. Par exemple, quand on explique à un étudiant anglais pourquoi est-ce qu'en français on dit tu me manques, c'est incompréhensible pour eux. Mais si on leur explique que, bah, en français, on a moins de responsabilités, c'est pas nous qui sommes responsables du sentiment de ce manque, c'est toi qui me donne ce sentiment. Et on a tendance à faire ça toujours en français. On utilise je beaucoup moins que les Américains, par exemple. Donc on est toujours mais c'est jamais je. On pense qu'on s'identifie à un groupe culturel qui est énorme. Alors que les Américains, leur groupe culturel, c'est juste leur propre personne. Leur culture à eux, c'est juste la réussite personnelle. Notre culture à nous, elle est basée sur la réussite du groupe, en fait. Et une fois qu'on leur explique ça, c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre certaines choses qu'ils vont faire ou de leur expliquer les différents temps et les différents modes, en fait, en français qu'ils vont voir. Quand on leur dit, il y en a 24 et ils se disent, oh mon Dieu, je vais jamais réussir à apprendre tout ça. Mais après, ils voient rapidement que c'est faisable. C'est juste une perception différente et c'est ce que la culture est en fait. C'est juste une perception du monde qui est différente. Il nous reste des questions ou pas? Oui, on se demandait s'il y avait beaucoup de concurrence par rapport aux structures de FLE ou même l'apprentissage des langues étrangères, quoi. Oui, à New York, en tout cas, il y a énormément de concurrence. Il y a au moins 10 écoles de langue que je peux nommer immédiatement qui sont mes concurrents directs, juste dans mon quartier, en fait. Ah oui. Donc c'est vraiment, et chaque personne, en fait, on a des concurrents qui sont sous forme de structure, c'est-à-dire des écoles, et on a aussi des concurrents qui sont sous forme de personnes, d'individus qui enseignent les langues. Mais oui, il y a énormément de concurrence, bien sûr. Il y a certains concurrents qui sont plus à la surface que d'autres. Bien sûr, on a l'Alliance française. Il y a moi, j'ose espérer que à la surface, normalement c'est bon. Il y a une autre école de français qui s'appelle Coucou. Il y a une autre école de langue cette fois qui s'appelle Fluent City, qui est aussi qui est très très connue parce qu'elle s'est développée dans plusieurs villes. Je dirais, ce sont les quatre. Ouais, je pense, on est les quatre plus grands concurrents en fait.
Après, c'est des petites structures qui sont en train de se développer, mais toutes ces structures, en fait, sont en train d'insister de plus en plus sur la culture plutôt que sur la langue. Donc, effectivement, les gens sont très intéressés par la culture française, mais au final, il faut pas oublier qu'ils sont là aussi pour apprendre la langue. Donc, c'est un peu mon aspect marketing que je vous donne, mais il faut pas oublier qu'on est là aussi pour un objectif. On a un objectif à atteindre. Donc, ouais, il y a beaucoup de concurrents pour la réponse. Beaucoup de concurrents, tout le monde se copie. C'est un peu stressant des fois, mais on sent l'obligation de faire quelque chose qu'on voulait pas forcément faire, mais maintenant que tout le monde le fait, il faut qu'on le fasse. Donc ouais, la concurrence est rude. Mais aux États-Unis, en général, je pense que la concurrence elle n'est pas aussi ardue qu'à New York. J'ai une question. Je me demandais, vos élèves en termes général, combien de temps ils restent dans votre établissement? Enfin, 1 an, 2 ans, combien de temps ça dure en général? Généralement, ça dépend. Il y a des étudiants que j'ai depuis 5 ans. Et vraiment, ils n'ont plus besoin de moi. Je sais plus quoi leur enseigner et ils veulent toujours qu'on fasse de la grammaire, mais on répète les mêmes choses. Et on a des étudiants qui vont rester, soit ils vont rester qu'une session, parce qu'ils ont seulement qu'une session de temps libre. Mais généralement, c'est effectivement entre 12 et 15 mois. C'est là où on voit qu'ils commencent à changer, en fait. Et des fois, ils changent de langue, en fait, tout simplement. Ils veulent rester avec nous, mais ils veulent apprendre une nouvelle langue parce que ils sont plus avec le petit copain ou la petite copine et ils ont été en Italie, maintenant ils veulent aller en France et c'est assez intéressant, en fait. Ou alors, ils décident de passer du cours de groupe au cours privé parce qu'ils veulent avancer plus rapidement et atteindre leur objectif. Parce que l'objectif, en fait, des étudiants leur objectif, c'est toujours d'être assez bilingue. Enfin, ils arrivent et ils veulent, je veux être bilingue, combien de temps il faut? Bonne chance, quoi. Mais généralement, ils veulent avoir un bon niveau A2. C'est vraiment leur objectif. Et ça nous prend environ 1 an et demi. Donc, pour moi, c'est à partir du niveau A2, ils se sentent capables de faire certaines choses et ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin de passer les niveaux B, en fait, on est plus dans les choses académiques qui sont pas vraiment nécessaires pour un étudiant qui veut juste pratiquer, qui veut juste parler français. Donc A2, c'est un assez bon niveau. Et en fait, si vous regardez les structures des autres écoles, ça s'arrête au A2. Ils ont seulement leur niveau, ils appellent pas A2, mais leur niveau s'arrête au A2. Donc, Et c'est combien d'heures par semaine à peu près? Alors, ça dépend. On a 2 options. Soit on fait 1 fois 2 heures par semaine ou 2 fois 2 heures par semaine. D'accord. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment. Et en été, on a des intensifs. C'est tous les jours 2 heures pendant 2 semaines. Donc, c'est vraiment intensif. Mais c'est une bonne idée en même temps. Mon idéal à moi, ce serait 3 fois par semaine. 2 heures, ce serait fantastique. Mais généralement, les gens n'ont pas le temps de prendre plus de temps qu'1 fois par semaine ou 2 fois.